Bonjour à tous, je me réjouis de vous présenter la deuxième édition du JT Sport Thinker, dont voici le sommaire. Nous allons commencer par évoquer le Paris Saint-Germain Football Club et son actualité contrastée, au-delà même du cas de Serge Aurier, entre une excellence avérée et un patrimoine à préserver. Je vous proposerai ensuite le résumé du Tour du Qatar, épreuve cycliste qui s'est déroulée la semaine passée. Enfin, avant de terminer ce journal par un focus sur une rivalité qui marque le tennis féminin, j'accueillerai Xavier Delagozy sur ce plateau pour un décryptage des premiers pas du 15 de France avec Guy Novès pour sélectionneur. Ce journal débute donc par le Paris Saint-Germain qui traverse l'une des périodes les plus paradoxales de son histoire. Triple champion de France en titre, invaincu cette saison, qualifié pour la 4e fois d'affilée en phase finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale est en proie à des problèmes extrasportifs. En 2010, le plan Leproux a rompu quasiment entièrement les liens qu'il entretenait avec ses plus fervents supporters. Et aujourd'hui, les décisions de la direction qui depuis a changé, reste très controversé. Symbole de ce désaccord quasiment permanent, le slogan « Ici c'est Paris » qui fait l'objet d'un litige juridique entre l'association de défense des droits des supporters et le club parisien. C'est donc dans un contexte particulier que les joueurs du PSG reçoivent ce soir ceux de Chelsea en 8e de finale aller de la C1. Nostalgie ou crise identitaire? Avec Guillaume Dussour, nous sommes allés à la rencontre d'actuels et d'anciens supporters. Et l'arbitre, Tony Chaperon, qui met un terme à cette première période. Et les sifflets du Parc de Princes qui vont accompagner la sortie. 19 janvier 2016, les joueurs parisiens rentrent au vestiaire sous la bronca, menés 1-0 par le TFC en 16e de finale de Coupe de France. Un comportement des spectateurs que critique Laurent Blanc. Ça m'agace. Je vous le dis franchement. C'est notre 10e match, 10e victoire. On est mené une fois, à la mi-temps 0-1, on se fait siffler. Sincèrement, je trouve ça un peu dur. Et qui semble symptomatique. Au Parc des Princes, l'exigence n'est pas une nouveauté, mais l'absence de ferveur en est une. Les sifflets, ça a toujours existé à Paris. Par contre, ce qui n'existe plus, c'est la partie soutien. Le plan Leproux a été la première étape du virage opéré par le PSG dans la gestion de son stade. Une étape douloureuse pour certains anciens abonnés, pour qui cette mesure n'était pas la solution. Je me suis senti littéralement humilié par le club. Le fameux courrier, vous étiez abonné, merci pour tout, mais on veut plus de vous, celui-là, il est vraiment pas passé. Il y a quand même un manque de la tribune, d'être au stade, de pouvoir chanter, de sentir l'odeur des pétards, des fumiers, etc. Évidemment qu'il fallait faire quelque chose, mais on va dire que le moyen d'action a été pour moi profondément injuste. Une étape qui provoque des sentiments similaires, mais des réactions parfois différentes. Je suis toujours pas retourné au stade depuis d'ailleurs. Je soutiens le PSG, mais j'ai eu une période, par exemple la saison 2010-2011, où c'est l'instauration du plan Leproux au Parc des Princes. J'ai pas dû voir un match de la saison. Petit à petit, la fibre est revenue, quoi. Je me vois toujours pas aller au Parc des Princes parce qu'aujourd'hui, le stade correspond pas du tout à ma vision. Depuis le plan Leproux, justement, j'y suis retourné 2 fois pour des actions contestataires en latéral au début. Enfin, ça fait un petit moment, un an ou deux que j'ai complètement coupé les ponts avec le PSG. Cette déception est partagée par certains abonnés actuels. Arnaud ne reconnaît plus le stade qui a suscité sa vocation. Le Parc des Princes, je trouve que c'est une ambiance plutôt froide, dans le sens où on n'a plus de groupes de supporters, plus d'ultras. Enfin, le PSG aujourd'hui c'est une équipe mais il n'y a plus de public. L'arrivée de Qatar Sport Investment à la tête du PSG en 2011 marque un nouveau tournant. Sur le plan sportif, le PSG domine désormais la France et se fait progressivement sa place parmi les grands d'Europe. Philippe ne renie pas cet aspect positif qu'il remet tout de même en perspective. Au point de vue sportif, c'est une aubaine pour le club, faut pas le dire. Le club n'a jamais eu une envergure sportive aussi folle, quoi. Le PSG de Canal+ avait du mal à garder ses meilleurs joueurs. Le PSG de QSI, sa plus grande force, outre le fait d'arriver à ramener des stars, c'est de garder ses meilleurs joueurs. Il y a une progression d'une linéarité incroyable dans le PSG de QSI. Les Coupes d'Europe ont été complètement basculées. À l'époque, les forces étaient réparties sur trois compétitions. Mais l'équipe, au niveau européen par exemple, n'a pas encore fait aussi bien que certaines de ses devancières. Mais cet avènement sur le terrain s'accompagne d'une modification de l'image véhiculée. Moi ce qui m'a embêté, c'est qu'ils enlèvent par exemple le berceau de Louis XIV sur le logo. Modification à relativiser, le PSG est un club jeune qui se caractérise par une perpétuelle évolution. C'est pas une révolution dans le fond, ça a toujours existé, c'est un club qui a eu, on va dire, 4 grandes périodes, et chaque actionnaire a tout changé, ou presque. Le changement de logo, c'est pas compliqué, c'est un des gros marqueurs visibles du changement d'actionnariat au PSG. Plus que la forme, c'est le fond qui pose problème. Les répercussions concrètes sont les plus regrettées, notamment le semblant d'ambiance instauré au parc. Quand on voit qu'ils ont essayé de prendre un champ historique comme Auville-Lumière
pour en faire soi-disant l'hymne du PSG et avant le match faire attention 3-2-1, maintenant on va chanter aux villes lumière, mais elle est où la spontanéité? Il n'y a plus rien. Autre animation peu convaincante, l'apport d'un tambour pour raviver la flamme. Le club s'immisce dans les gradins. C'est le PSG qui l'amène et à 5 minutes de la fin, un steward du PSG vient le récupérer. Il y a peut-être une tentative d'amélioration, mais c'est complètement ridicule. La hausse des tarifs est aussi fustigée. Cet élitisme n'est pas nouveau pour le PSG, mais il symbolise une rupture idéologique. Le PSG est un club bling-bling par essence. J'ai aucune honte à le dire. Savoir que, quand il est fondé, le club, il a été fondé par 4 mecs qui se faisaient appeler le gang des chemises roses, en opposition au reste de Paris, justement pour se distinguer. Aujourd'hui, il y a une grosse controverse par rapport aux banderoles stéphanoises. J'ai beau être supporter parisien, je me reconnais plus dans les banderoles stéphanoises que dans la réaction de la direction parisienne qui va se plaindre auprès de la LFP. Cependant, en termes d'affluence, l'arrivée de QSI coïncide avec un certain essor. Ce n'est pas le stade qui se vide, c'est le public qui change. Les spectateurs récemment conquis n'ont pas les mêmes attentes que Benjamin. Moi, quand j'allais au stade, personnellement, c'était pas pour regarder ce qui se passait sur le terrain. Donc voilà, si je veux regarder ce qui se passe sur le terrain, j'allume ma télé, je suis aussi bien. Le match, je le vois mieux à la télé que dans la tribune. Aujourd'hui, le PSG est attractif par son effectif. Il ne l'est plus par ses travées. Ce qu'on peut retenir d'avant, c'était pas forcément le niveau de jeu sur le terrain, c'était surtout ce qu'on pouvait voir dans les tribunes, que ce soit les chants, l'ambiance, les tifos. Donc forcément, quand on a un gamin de 7, 8, 9 ans, on peut que tomber amoureux d'un stade comme celui-ci, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait tomber amoureux du club. La communication entre l'institution et les supporters est quasiment inexistante, seul l'affrontement perdure, comme l'illustre le conflit autour du slogan « Ici c'est Paris ». Mais aujourd'hui, c'est la voie qu'a choisi le club, elle ne changera pas, parce que le club l'a choisi, les pouvoirs publics l'ont choisi, il ne faut pas oublier les pouvoirs publics, très importants, et parce que ça leur apporte de l'argent et que c'est le nerf de la guerre en football aussi, il ne faut pas se leurrer. Enfin, moins il y a de remous, plus ça leur va. Ils ont des spectateurs qui viennent au stade, qui achètent leurs produits dérivés, ils sont très contents avec ça. Il n'y a aucune discussion avec les groupes de supporters, et de toute façon, s'il n'y a aucun débat, aucune discussion, on n'arrivera à rien pour le moment. Je pense que le PSG a le public qu'il mérite, quoi. Ce soir, le PSG reçoit Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, affublé d'un statut nouveau pour lui de favori. Pourtant, certains de ses supporters d'aujourd'hui ou d'hier préféreront voir ce match à la télévision. D'autres ne le regarderont même pas. Notons que l'épineuse problématique de gestion des tribunes n'est pas l'apanage du Paris Saint-Germain. La proposition de loi qui revendique un renforcement du dialogue avec les supporters et de la lutte contre le hooliganisme de Guillaume Larrivé a été adoptée par l'Assemblée nationale jeudi 5 février. Particulièrement controversée car elle conférerait au club des pouvoirs majeurs en termes de restriction de droits, elle doit maintenant être examinée par le Sénat. Passons au cyclisme. Le Tour du Qatar se déroulait du 8 au 12 février dernier en l'absence de nombreuses grosses cylindrées, Tinkoff ou Trek Segafredo, voire même Ethics Quick-Step. La formation belge détenait 8 des 10 derniers titres et avait remporté les 4 précédents entre 2012 et 2015. Comme un symbole, c'est l'un de ses anciens membres qui a pris le relais. Première étape, premier bras de fer. Une bordure composée des favoris de l'épreuve se forme après 1 heure de course. Pendant plus de 100 km, 2 groupes s'affrontent. Parmi le peloton de tête, composé d'une vingtaine d'hommes, BMC et Katusha sont représentés par 4 coureurs chacun, dont Greg Van Avermaet et Alexander Kristoff. Edvald Boasson-Hagen et Mark Cavendish sont aussi dans le bon coup. Sam Bennett, Andrea Guardini ou encore Sacha Modolo sont également présents. Au rang des piégés, Lars Boom et Liev Vestra pour Astana, le team Lotto NL Jumbo, Top Sport Vlaanderen et Wanty Group Gobert, pourtant des habitués des joutes vantées. Les éminents fuyards tiennent bon et se disputent la victoire. Kristoff, bien emmené, manque de jus. Il se fait déborder par Cavendish qui devance Modolo et Guardini. Boasson-Hagen, Van Avermaet ou autres Quinziato préservent leur chance de succès final. Deuxième étape, le cave est en jaune et en danger. 22 hommes ont pris les devants, dont Kristoff et Bennett. En joker, Boasson-Hagen suit le mouvement. L'écart n'est que d'1 minute et plafonne. Dimension Data ramène le peloton à 60 km de l'arrivée. Seuls Van Heck et Tennyson poursuivent l'escapade. Smoukulis remplace ce dernier et tient jusqu'à 17 bornes du but. Duel Kristoff-Cavendish, acte 2, après une chute qui a désorganisé le sprint. Cette fois, c'est le Norvégien qui s'impose à la photo finish. Le Britannique garde la main au classement général à la veille d'un chrono décisif. Ce contre-la-montre, Edvald Boasson-Hagen le domine de la tête et des épaules. Il rattrape 2 coureurs partis avant lui et s'impose avec 25 secondes d'avance sur Jos Van Emden.
Van Avermaet et Quinziato réalisent une belle performance et restent placés pour la BMC, alors que Christophe recule au 5e rang du classement général après avoir perdu près d'1 minute sur son compatriote. Cavendish, 7e, résiste bien, mais cède tout de même le maillot de leader à son coéquipier. Le team Dimension Data est en position de force avant les 2 dernières étapes. 4e jour de course, lors des 10 derniers kilomètres, le peloton explose sous l'impulsion de la BMC et de la Lotto NL Jumbo. Boasson-Hagen est excellemment placé lorsqu'il doit s'arrêter sur crevaison. Victime d'un 2e incident mécanique alors qu'il est dépanné, le maillot jaune mène la chasse, mais ne peut revenir sur la tête de course. Katusha prend le relais d'une équipe Lotto qui ne réalise qu'un coup d'épée dans l'eau. La formation russe crée une nouvelle cassure. Christophe, dans un fauteuil, glane sa 2e étape. Cavendish, 5e, récupère la tunique dorée. Le classement général est relancé. Scénario classique pour cette ultime étape. Tim Declercq, Jesse Sargent et Steven Troney sont les courageux du jour. Ramenés à la raison par les écuries des 2 favoris, Christophe et Cavendish n'ont pas fini de s'expliquer. Nouvel examen de la photo finish nécessaire, c'est encore plus serré que lors de leur précédent affrontement millimétré et le sprinter de la Katusha est déclaré vainqueur. Il remonte ainsi à la 2e place d'un classement général remporté par Cavendish. Dans le sillage de Christophe, le duo de la BMC, Van Avermaet-Quinziato, toujours placé rarement gagnant, Edvald Boasson-Hagen qui aura marqué les esprits et Søren Kragh Andersen qui a pris rendez-vous avec l'avenir. Malgré son plateau un peu moins relevé cette année, le Tour du Qatar a tout de même dessiné les contours des semaines à venir. Les hommes forts des pavés, amenés à s'y affronter, ont presque tous brillé. Place au rugby, le 15 de France a débuté ce tournoi des 6 Nations 2016 par 2 matchs à domicile. Les tricolores affrontaient successivement l'Italie et l'Irlande, soit la pire et la meilleure équipe d'Europe en tenant compte des 2 derniers tournois. Résultat, 2 victoires avec moins de 3 points d'écart. Bonjour Xavier. Salut Simon. Quel est le succès qui vous paraît le plus significatif du niveau de l'équipe de France ? Eh bien, aucun des deux. Ces 2 matchs symbolisent la situation actuelle du 15 de France, un fort potentiel, mais une équipe encore en construction. On attendait tous les premiers matchs de l'ère Novès avec impatience. L'ancien manager du Stade Toulousain nous avait promis une équipe attrayante, et ce n'était pas pour nous déplaire après 4 ans avec Philippe Saint-André. Et après 2 rencontres, premier constat, une grande volonté d'envoyer du jeu, mais c'est encore très brouillon. Face à l'Italie, les Français ont été hésitants en défense, se faisant percer plusieurs fois, notamment au centre, où la paire Danti-Ficou manque encore de repères. On se rappelle de l'essai de Gaël Ficou face à la Roumanie lors de la dernière Coupe du Monde. Il va aplatir entre les poteaux et il n'a pas l'air très content, il semble même contrarié. Et c'est un tout autre joueur qu'on a pu voir contre l'Italie. L'Italie est pénalisée, l'équipe de France bénéficie de cette pénalité et Ficou va se précipiter sur le ballon pour la jouer rapidement. Le décalage est fait, je prends, je donne, et c'est Damien Chouli qui s'en va aplatir en coin pour l'équipe de France. On voit donc clairement une évolution dans cette équipe de France, sur le plan mental, entre un Ficou très en dedans à la Coupe du Monde et qui a pris des initiatives lors de ce match contre l'Italie. Les Bleus ont proposé beaucoup de jeux, des lancements en première main, chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Les essais de Bonneval et de Vakatawa sont bien construits et les décalages sont très bien joués. Mais toujours beaucoup d'approximations et de ballons tombés. L'équipe de France est donc entrée doucement dans le tournoi, et comme le disent si bien les Italiens, qui va piano va sano. Elle a par contre su élever son niveau de jeu face à l'Irlande. Oui, dans ce deuxième match, les Bleus ont sorti une grosse performance. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas battu les Irlandais. Guy Novès et son staff ont fait 6 changements dans leur 15 de départ pour tester des joueurs et impliquer tout un groupe. Mais on voit aussi une volonté de conserver l'épine dorsale de l'équipe, l'axe 2, 8, 9, 10, 15, sauf Picamol qui était blessé. Malgré cette continuité, l'équipe de France a été incapable d'entrer dans les 22 mètres adverses pendant 1 heure, alors que l'Irlande affichait une possession de près de 70%. On attendait du jeu de la part du 15 de France, mais c'est en défense qu'il a été impressionnant. 94% de plaquage réussi, les Irlandais n'ont tout simplement jamais réussi à franchir le rideau bleu. Et c'est peu après l'heure de jeu que l'attaque française se réveille. Beaucoup de passes sur toute la largeur du terrain et une longue phase de jeu qui aboutit à une occasion d'essai. Les Bleus, qui sont alors menés 9-3, ont une pénalité dans les cordes de Plisson, qui décide de ne pas la tenter et de taper en touche pour passer devant. Suite à cette pénale touche, il multiplie les temps de jeu devant la ligne irlandaise pendant plus de 2 minutes sans réussir à marquer. Chouli va même passer cette ligne, mais l'essai n'est pas accordé malgré tous les efforts de l'arbitre pour voir le ballon. Mais quand on regarde bien, tous les défenseurs irlandais étaient concentrés près du ballon et Plisson, Danty et Gédrasiak étaient seuls face à un Irlandais sur la droite. Si le ballon sortait, ils pouvaient aller marquer en marchant.
On est à la 4e mêlée pour l'équipe de France sous les poteaux. On voit que Madigan, l'Ouvre-Irlandais, se décale sur la gauche et que le ballon est sorti sans être maîtrisé. Machenaud est donc obligé de le jouer, il fixe bien Madigan et lance Médard par un bel appel entrant dans l'intervalle. Encho ne peut pas le récupérer, O'Donnell non plus, et l'arrière du 15 de France s'en va aplatir l'essai de la victoire entre les poteaux. Et donc Xavier, après 2 rencontres, quel est le sentiment qui prédomine pour vous? Alors c'est un sentiment mitigé. Il y a de la frustration, on sent que cette équipe de France peut faire de très belles choses, avec plus d'expérience et surtout plus de repères. Mais il y a aussi la satisfaction. Cette jeune équipe a tenu le cap en continuant à proposer du jeu et en trouvant des solutions. Ces 2 victoires vont lui permettre de se construire sereinement. Et dans le détail, quels sont les joueurs qui ont retenu votre attention? Alors il y a Sébastien Bézi, c'est ma petite déception. Il est étincelant avec le Stade Toulousain ces derniers temps, mais on l'a vu un peu en dedans lors de ses 2 premiers matchs. Il a notamment souffert de la comparaison avec Machenaud, qui était l'auteur d'une très bonne entrée face à l'Irlande. Sur ce match, Bézi a dû lui gérer un pack français en difficulté. Il a quand même mis de la vitesse, il a joué des renversements, mais il a pris trop peu d'initiatives, notamment autour des rucks, comme on le voit faire au Stade Toulousain. Autre bémol, ses échecs face aux Perches contre l'Italie, qui est quand même compréhensible avec la pression d'une première cape. J'espère quand même qu'il va continuer à enchaîner les matchs parce qu'il a le potentiel pour être un très bon joueur. Autre joueur qui avait la pression, Guillaume Guirado, qui faisait ses débuts en tant que capitaine de l'équipe de France. J'ai trouvé un petit peu inhibé par ses nouvelles responsabilités, subissant justement cette pression contre l'Italie et plus à l'aise contre l'Irlande. Qu'en avez-vous pensé, Xavier? Le nouveau capitaine de l'équipe de France a été sobre et efficace. Il est plus habitué à un jeu direct basé sur la puissance avec Toulon et ça s'est ressenti face à l'Italie où il a touché peu de ballons. Mais il a été plus en vue face à l'Irlande. Meilleur plaqueur français sur les 2 matchs avec 23 plaquages, il a été très agressif en défense. On se souvient notamment qu'il a découpé le pauvre Dave Kearney qui a été obligé de sortir par la suite. Efficace en touche aussi, il a réussi ses débuts en tant que capitaine. Et autre joueur sous le feu des projecteurs, la star de l'équipe de France de rugby à 7, Virimi Vakatawa. C'était la grande attraction de cette première sélection de Guy Novès. Auteur du premier essai, il a été déroutant face à l'Italie, alternant l'évitement avec des crochets tranchants et le brutal en faisant jouer sa densité physique. Il a été moins en vue contre l'Irlande, mais toujours efficace. C'est le joueur français qui a le plus franchi sur les 2 matchs. Il était surtout attendu en défense et sous les balles en haut, et il a également répondu présent dans ces 2 secteurs. Je l'ai aussi trouvé assez convaincant. Et maintenant, entre le 15 et le 7, c'est un sacré dilemme qui l'attend. C'est la grande question. Il sera en fin de contrat avec la fédération après les JO. Il pourrait reconduire ce contrat pour continuer à jouer à 7 ou revenir au 15. Le Racing, le Toulon et le Stade Toulousain sont très intéressés. Prochain match pour les Français, vendredi 26 février au Pays de Galles. Comme promis, on finit ce journal par du tennis féminin. Maria Sharapova et Serena Williams sont les 2 figures les plus emblématiques du circuit WTA. Seulement, le cavalier seul de l'américaine depuis plus de 10 ans dans leur duel semble aseptiser celui-ci. Mais cette rivalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. 4 juillet 2004, Maria Sharapova n'a que 17 ans lorsqu'elle pénètre sur le Center Court de Wimbledon, temple du tennis, pour jouer sa première finale en Grand Chelem. Face à elle, Serena Williams en a 22, est double tenante du titre et vient de remporter 5 des 7 derniers Grands Chelems auxquels elle a participé. Le combat paraît déséquilibré, il l'est, mais c'est bien la jeune Russe qui dicte le jeu. Elle remporte le bras de fer des cogneuses 6-1, 6-4, le score est sans appel. Lors de la finale des Masters, la même année, Maria s'offre une nouvelle victoire. Mais depuis, Serena ne s'est plus jamais inclinée face à elle. 18 succès de rang serrés en cours. L'Américaine a vu en cette menace un défi à relever, tandis que la Russe semble s'entêter dans son registre d'attaquante puissante. Ce qui lui avait permis de terrasser son adversaire il y a près de 12 ans l'empêche maintenant de la vaincre. Ici, d'un revers décroisé, elle se place en position idéale, mais face aux multiples solutions dont elle dispose alors, elle continue de frapper fort, à plat, sans rechercher un angle particulier. À ce jeu-là, Williams reprend la main et Sharapova enchaîne 3 coups centrés. Serena engage le duel en diagonale coup droit. Maria répond et se fait déborder. La Russe est dans l'impasse. Ce type de schéma classique suffit à déstabiliser toutes ses rivales, sauf celles qui cultivent à l'excellence les mêmes atouts qu'elle, Serena Williams. Même physionomie lors du quart de finale de l'Open d'Australie. Mal embarquée, Sharapova repousse Serena et s'offre moult opportunités pour conclure. Ni amortie, ni court croisé envisagé, elle se contente d'une attaque sur le coup droit adverse et recule pour continuer de distribuer les coups de fond de court, ce qu'elle n'aura pas le loisir de faire. Autre domaine dans lequel le bas blesse pour la Russe, le service.
Les moyennes respectives des deux joueuses, en nombre d'aces et de doubles fautes, sur leurs 18 derniers affrontements, sont diamétralement opposées. En plus de jouir des mêmes atouts, l'Américaine dispose ainsi d'une arme redoutable dont la Russe ne peut se targuer. Décisif, notamment quand le match est serré. Serena a fait de son emprise sur Maria l'un des symboles de sa toute-puissance. Non, ce duel a bien plus qu'un seul sens. Aujourd'hui, Sharapova présente 5 titres du Grand Chelem à son palmarès, soit un de moins que n'en comptait déjà Williams le 4 juillet 2004. Pour aller plus loin dans le décryptage de ce duel de championnes, je vous suggère l'article que j'ai consacré à cette question et dont le lien est dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la 2e édition du JT Sportfinker. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la 3e. À très bientôt.